La tier list des théories les plus sombres de Dragon Ball. On commence avec la théorie du Zeno lucide. On dit que Zeno, le roi de tous les univers, n'est pas si innocent qu'il le paraît, et joue en fait un rôle. En réalité, il est la chose la plus lucide de Dragon Ball, observant les mortels tel un parent surveillant son enfant. Beaucoup plus lucide que les anges et le grand prêtre. Avant d'organiser le tournoi du pouvoir, Zeno avait déjà prévu d'effacer les univers les plus faibles, et les moins développés technologiquement. Il leur a donc laissé une dernière chance. Et qu'allait-il faire si le vainqueur avait fait un vœu trop égoïste? Tout effacer, littéralement. Et que justement, c'est déjà arrivé. Sur cette même théorie, certains disent qu'il existait beaucoup plus que 18 univers. Whis nous a dit qu'il existe 12 univers, et que ont déjà été effacés. Mais souvenez-vous, dans l'arc Black Goku, Zeno détruit une timeline. Une timeline, c'est pas juste un univers, c'est tous les univers qui existent, toutes les entités possibles. C'est comme s'il avait effacé Dragon Ball, avec une telle facilité. Ça ne m'étonnerait pas qu'avant ça, il ait déjà effacé des centaines d'univers. Mais la question c'est pourquoi? Pourquoi ferait-il semblant d'être naïf? De qui se cache-t-il? Et là, on va rentrer dans la deuxième partie de cette théorie. Donc j'insiste bien sur le fait que si on apprenait que la première théorie est vraie, la deuxième ne l'est pas forcément. Retenez ça. Dans la deuxième partie de cette théorie, on dit que Zeno se cache de nous, les lecteurs, car sa lucidité est tellement développée qu'il est complètement conscient d'être dans une œuvre fictive, et j'aurais donc le rôle du personnage surpuissant mais complètement naïf. L'origine des Potara. Dans Dragon Ball, il existe plusieurs façons de fusionner. Les plus connues sont la danse métamol, utilisée par Gotenks ou Gogeta, et les Potara, qui ont donné naissance à Végéto, Kefla ou encore Zamasu fusionnés. Mais quand on compare les deux méthodes, quelque chose ne va pas. La danse métamol impose beaucoup trop de contraintes. Les deux personnes doivent avoir une taille similaire, une puissance proche, exécuter une chorégraphie parfaitement synchronisée. Un seul mauvais pas et tout est raté. Les Potara, elles, n'ont presque aucune condition. Une boucle à l'oreille gauche, l'autre à l'oreille droite, et la fusion se déclenche instantanément. Et c'est là que la théorie prend sens. On ignore quand les Potara ont été créés, mais elles existent probablement depuis des milliards d'années. Pour les Kaioshin, leur effet est irréversible. Mais le truc le plus dérangeant, c'est qu'elle s'active même si l'une des deux personnes refuse. Vous voyez où je veux en venir? Les Potara sont l'outil parfait pour faire fusionner deux individus sans leur consentement. Le vieux Kaioshin raconte qu'il a accidentellement fusionné avec une sorcière, ce qui lui aurait permis d'obtenir certains pouvoirs magiques. Mais quand on connaît sa personnalité et son comportement parfois très douteux, certains fans pensent que cette histoire cache en réalité quelque chose de beaucoup plus sombre. Comment un Kaioshin aurait pu faire une erreur pareille? Selon cette théorie, il n'aurait pas fusionné par accident. Il aurait été condamné. Une punition imposée par des êtres plus haut placés, ou les anciens Kaioshin eux-mêmes, après avoir commis un acte suffisamment grave pour mériter une sanction éternelle. La fusion avec la sorcière aurait alors été une peine. Une façon de lui retirer son identité, de modifier sa personnalité et donc le marquer à jamais. Dans une de mes précédentes vidéos, je disais justement qu'une fusion ce n'est pas juste deux personnages qui pilotent un corps, mais deux individus qui disparaissent pour laisser place à une nouvelle conscience. Et si à l'origine, les Potala n'avaient pas été créés pour unir des alliés, mais pour effacer des identités, pour faire disparaître des personnalités jugées trop dangereuses ou indésirables. Ce qui rend cette théorie encore plus troublante, c'est qu'après cet événement, le vieux Kaioshin a également été scellé pendant plus de 15 générations dans l'épée. Une simple coïncidence, ou la preuve qu'il ait commis un crime si grave qu'il a justement été condamné à vie, et que si par malheur quelqu'un réussissait à le sortir de l'épée, il ne pourrait quand même pas retrouver son apparence d'origine. Selon cette théorie, les Potala n'étaient pas à l'origine des artefacts sacrés, mais une punition, des outils permettant de remodeler des individus contre leur volonté. Certaines personnes ont probablement voulu effacer cette période sombre de l'histoire, ce qui expliquerait pourquoi les derniers Kaioshin n'étaient pas au courant de leur pouvoir. La résurrection de personnages. Dans Dragon Ball, quand tu réunis les 7 boules de cristal, tu peux formuler un vœu. Le vœu le plus fréquent, c'est la résurrection de personnages. Même si évidemment, chaque dragon a ses conditions. Mais il y a une règle fondamentale qui s'applique à tous les dragons. Ils ne peuvent pas réaliser un vœu supérieur à la capacité de leur créateur. Bon, comme toujours, il y a des exceptions. Ici, c'est Olombo, le dragon créé par Monaito. Mais bref, lorsque Olong demande à Shenron de tuer Nappa et Vegeta, il dit qu'il ne peut pas, car ils étaient plus puissants que le créateur de Dragon Ball. Par contre, tous les dragons peuvent ressusciter les morts, même si le créateur n'en a pas la capacité. C'est assez bizarre. Les rares personnages pouvant ramener les morts à la vie sont les anges. On l'a vu avec Whis, qui ressuscite Freezer à la fin du tournoi du pouvoir. Et le vieux Kaioshin, mais lui, il a dû sacrifier sa vie en échange. Dans Dragon Ball, lorsque tu meurs, le roi Enma peut choisir entre te laisser ou non ton enveloppe corporelle. Et pour ceux qui n'ont pas la chance de la garder, leur âme est purifiée, leur souvenir effacé, puis envoyé dans un nouveau corps. Donc un bébé qui vient de naître. Ce n'est pas moi qui l'invente, Piccolo le dit littéralement à Vegeta avant son sacrifice. Ok, mais si l'âme va dans un autre corps et qu'on ressuscite la personne, le bébé qui vient de naître, il disparaît? Bien sûr que non. Selon cette théorie, Shenron ne ressuscite pas vraiment les personnages n'ayant plus d'enveloppe corporelle. Il crée des copies de toutes pièces se basant sur l'original. Comment pourrait-il ressusciter une âme si elle a déjà été envoyée dans un nouveau corps? Et c'est là que ça devient dérangeant. Parce qu'une copie n'a pas besoin d'être ratée pour poser problème. Elle peut être parfaite à 99,9%. C'est largement suffisant pour tromper tout le monde. Mais il reste ce 0,1%. Impossible à supprimer. On y reviendra plus tard. Évidemment, ça ne touche pas tout le monde. Comme Goku, lui, les deux fois où il est mort, il a gardé son enveloppe corporelle pour pouvoir continuer à s'entraîner. Vegeta, quand il se fait tuer par Freezer, il n'a pas pu garder son corps et a donc dû se réincarner. Vous voyez où je veux en venir? Selon cette théorie, le Vegeta que l'on connaît depuis sa résurrection sur Namek n'est pas l'original. Le vrai Vegeta est mort depuis longtemps, définitivement tué par Freezer, et a donc été remplacé par une copie créée par Shenron. Mais c'est encore plus troublant quand on réalise que c'est la même chose pour Trunks et beaucoup d'autres personnages. Mais il y a un truc à prendre en compte. Je vais garder l'exemple avec Vegeta. Sur Namek, il est resté mort très peu de temps, donc il se peut que son âme n'ait pas eu le temps d'être réincarnée. Sauf qu'il y a une deuxième version de cette théorie, qui dit que Shenron ne crée pas vraiment les copies. Vous vous souvenez au début, je disais que la puissance d'un dragon était proportionnelle à celle de son créateur, donc créer une copie aussi puissante serait impossible. Le plus simple serait de trouver une copie déjà existante, pour la transporter dans l'histoire principale. Imaginez-vous à sa place, vous devez trouver la copie parfaite d'un personnage, parmi toutes les timelines, toutes les dimensions parallèles, tous les univers qui existent, et surtout vous devez retrouver une version suffisamment proche pour que personne ne remarque la différence.
sens. La façon la plus simple et la plus rapide de le faire serait de chercher dans les films. Selon la deuxième version de cette théorie, Shenron irait chercher une version presque identique dans une autre dimension et l'intégrerait dans l'histoire principale. Une version avec les mêmes souvenirs, enfin presque. Une autre dimension, c'est au-delà d'un univers, ça se rapproche plus d'une timeline, mais c'est assez différent. Maintenant, je vais vous donner un exemple. Imaginons que Vegeta a été tué pendant l'arc Cell, puis ressuscité au bout de 11 mois. Son âme aurait largement eu le temps d'être purifiée puis réincarnée, ce qui veut dire que Shenron aurait dû le chercher ailleurs. La version la plus proche de ce Vegeta se trouverait probablement dans le film Broly de 1993. Et c'est là que le problème commence, parce que Vegeta, il connaît Broly. Et c'est ça les 0,1% dont je parlais tout à l'heure. Pas d'erreur visible, pas de différence de personnalité. Peut-être même que Vegeta pensait qu'il s'agissait juste d'un rêve. Mais vous pensez à la Bulma de l'autre dimension, qui a vraiment perdu ce Vegeta, impossible à faire revenir, car l'histoire principale est la priorité de tout. L'idée que les films seraient en réalité des mondes parallèles à l'histoire principale ne sort pas de nulle part. Akira Toriyama, l'auteur, avait lui-même déclaré: je considère les films comme des dimensions différentes de l'histoire principale. Et si c'est vraiment le cas, alors peut-être que les films n'ont jamais vraiment été séparés du canon. Peut-être même qu'ils ne sont rien d'autre qu'un stock de remplaçants destiné à maintenir l'histoire principale intacte. Les voyages temporels. Dans Dragon Ball, Bulma a créé une machine à voyager dans le temps. Sauf qu'elle ne remonte pas le temps comme dans Retour vers le futur. Il va bien dans le passé, mais crée une autre ligne temporelle. Je vais vous donner un exemple. Si tu vis dans la ligne A et que tu veux partir dans le passé, cela va créer une ligne B. Mais les personnes vivant dans la ligne A existent toujours et continuent à vivre sans toi, car tu es parti dans la ligne B, celle que tu viens de créer. Par conséquent, dans la ligne B, tu es en double. Il y a toi qui viens de la ligne A et ton alter ego qui vit de base dans cette ligne B. Sauf si tu es parti dans une période du passé où tu n'étais pas encore né. Là, tu n'auras pas d'alter ego, c'est logique. Ça, c'est les bases. Les vrais voyages temporels sans créer de timeline existent aussi. Oui, l'a déjà fait. Il a littéralement rembobiné le temps. Bref, on sait tous que c'est Bulma qui a créé la machine temporelle. À la base, c'était pour envoyer son fils dans le passé, pour aider les protagonistes de ce passé et revenir dans son monde pour désactiver les cyborgs grâce à la télécommande. Bon, Bulma c'est une terrienne. Comment un peuple aussi primitif entre guillemets a pu réussir à créer une machine aussi efficace? Aucune faille, aucune contrepartie. Dans l'œuvre, on nous dit sans cesse que les voyages temporels sont interdits. Pourtant, personne ne dit réellement pourquoi. On nous parle de paradoxes, de conséquences, d'altération du temps, mais jamais de la nature exacte du danger. Cette théorie dit que chaque voyage temporel via la machine a une énorme faille et que tous les voyages sans exception ont tous été des échecs. Imaginez, vous vivez dans la ligne 1, vous décidez de partir dans le passé, cela va créer une ligne 2. Vous voulez ensuite retourner dans votre monde d'origine, donc la ligne 1. Selon cette théorie, vous n'arriverez jamais à retourner dans votre ligne d'origine, mais une ligne similaire à 99,9%, une ligne 1.5, où tout est identique, enfin presque. Je vais vous donner un exemple plus concret. Dans Dragon Ball, Trunks vit dans son monde, Gohan et tous les autres se sont fait tuer. Il est parti dans le passé, a fait ce qu'il avait à faire et est revenu dans son monde voir sa mère. Sauf que selon cette théorie, il n'est pas vraiment rentré chez lui. Il a juste atterri dans une timeline similaire. Bon, du coup tout va bien, ce n'est pas la même timeline, mais personne ne s'en rend compte. Trunks retrouve sa mère, la nouvelle Bulma revoit son fils, et tout va bien. Non, ça aurait été trop facile. Vous pensez à la Bulma de la ligne 1, bloquée dans un monde apocalyptique, celle qui pense que son fils est mort dans le passé, celle qui a dû attendre des années avant de devoir l'accepter. Pourtant, Trunks pense qu'il est auprès d'elle. J'ai dit plutôt que je ne comprenais pas comment un peuple aussi primitif que les terriens aurait pu concevoir une machine pareille. Car en fait, dans Dragon Ball, même avec des personnages comme Bulma, son père ou le Dr Gero, les terriens sont loin d'être la civilisation la plus avancée de l'univers. Même si c'est en partie à cause du fait que la Terre manque de matériaux. L'Empire de Freezer par exemple, il possédait des technologies suffisamment avancées pour voyager à travers des galaxies en quelques jours. Les Scouters par exemple, ils permettent de communiquer à des années-lumière de distance, sans parler de leur technologie de combat. Vous voulez vraiment me faire croire que parmi toutes les civilisations ayant parfois des millions, voire des milliards d'années d'existence, personne n'a réussi à fabriquer une machine à voyager dans le temps? C'est très peu probable. En réalité, ils ont essayé. Ils y sont même arrivés. Mais ils ont tous dû découvrir la même chose. On ne revient jamais chez soi. Ils ont dû comprendre que la machine ne retrouvait jamais la timeline d'origine. Elle retrouvait simplement la plus proche. Alors ils ont abandonné et ont détruit toutes leurs recherches. Bah oui, pourquoi les Kaioshin auraient-ils des anneaux? Pourquoi les anneaux du temps seraient considérés comme des artefacts aussi précieux si Bulma, une simple terrienne, peut en fabriquer un équivalent? Et si les anneaux existaient justement pour éviter cette erreur?